Officier Nathan Winters, bienvenue à Newton, dans l'Iowa, où cette histoire policière a attiré l'attention du pays après que Tayvin Galanakis a publié sur YouTube des images de l'incident filmé par une caméra corporelle. Plongeons dans les détails et découvrons la vérité qui se cache derrière cette arrestation choquante. Dans cette vidéo, nous vous présenterons la chronologie des événements, depuis le contrôle routier initial jusqu'aux accusations infondées de l'agent Winters, en passant par les suites de cette rencontre. Nous présenterons les faits et nous plongerons dans la bataille juridique qui s'est ensuivie entre Galanakis et les officiers impliqués. Préparez-vous à une histoire qui vous choquera et vous fera remettre en question le système. C'est au cours d'une nuit apparemment ordinaire à Newton, dans l'Iowa, que Tayvin Galanakis, 19 ans, s'est retrouvé au centre d'une rencontre qui a changé sa vie. Dans la nuit du 28 août 2022, Galanakis rentrait en voiture de chez un ami lorsqu'il a été arrêté par l'officier Nathan Winters du département de police de Newton. Le motif de l'interpellation? Galanakis aurait omis d'éteindre ses feux de route dans les limites de la ville. Galanakis était loin de se douter que ce contrôle routier de routine allait bientôt prendre une tournure plus grave. L'agent Winters s'est approché du véhicule de Galanakis, prêt à faire respecter la loi. Ce qui avait commencé comme une simple infraction au code de la route s'est rapidement transformé en une série d'accusations infondées. Je suis l'officier Winters du département de police de Newton. La raison pour laquelle je vous ai arrêté, c'est parce que vous avez allumé vos phares. Oui, mais j'ai un phare en panne. Alors, je garde ma lumière allumée. D'accord, ce n'est pas légal. Galanakis, jeune joueur de football et citoyen respectueux de la loi, est réellement perplexe face à la situation. Mais il était loin de se douter que l'agent Winters s'était déjà fait une idée de la culpabilité de Galanakis. Galanakis, qui a fait preuve de remords pour son erreur, l'a immédiatement reconnu et a promis de la rectifier. Mais l'agent Winters avait d'autres soupçons en tête. L'agent Winters accuse immédiatement l'adolescent d'avoir les yeux larmoyants et injectés de sang. Il lui demande également s'il a bu. Galanakis, surpris par cette accusation soudaine, nie avoir consommé de l'alcool. Mais l'agent Winters est convaincu que Galanakis est sous influence. L'agent Winters procède à une série de tests de sobriété sur le terrain, notamment marcher en ligne droite et se tenir sur un pied. Allez, c'est trop facile, on va respirer maintenant. J'en suis à 2 pour 2. Eh bien, monsieur, je ne crois pas que vous soyez 2 sur 2. Combien de pas ai-je dit de faire? Environ 8 ou 9. J'ai dit 9. Pourquoi avez-vous pris 14 et ensuite 15? Je pensais que vous alliez me dire qu'en tournée, je vous ai dit de compter vos pas à haute voix. Malgré la coopération de Galanakis et sa lucidité, l'agent Winters semble déterminé à trouver des preuves de l'affaiblissement des facultés. Galanakis, faisant de son mieux pour prouver son innocence, a suivi les instructions de l'agent Winters et a effectué les tests au mieux de ses capacités. Mais quelle que soit sa performance, il semble que l'agent Winters ait déjà pris sa décision. Plus tard, l'agent Winters accuse de manière choquante Galanakis d'avoir fumé du cannabis en se basant sur sa performance au test de sobriété sur le terrain. Choqué et confus, Galanakis n'arrive pas à croire ce qu'il entend. Bien qu'il ait réussi les tests, l'agent Winters l'a accusé d'avoir fumé du cannabis, ce qui a conduit à son arrestation injuste. Quand avez-vous fumé de l'herbe pour la dernière fois? Je ne m'en souviens pas. Ce soir? Non, d'accord, je pense que c'est ce soir. Je n'ai pas bu d'herbe ce soir. Pourquoi pensez-vous que c'est ce soir? Je n'ai rien fait. Alors maintenant tu essaies de penser que je fume de l'herbe. Voilà ce qui se passe. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux vraiment pas faire ça. Absolument, je peux. A-t-il le droit de le faire? Oui, il l'est. La fausse arrestation de Tayvin Galanakis a provoqué une onde de choc au sein de la communauté et déclenché une bataille juridique qui allait tester les limites de la justice. Après cette arrestation injuste, M. Galanakis a refusé de garder le silence et a pris des mesures pour obtenir justice pour la violation de ses droits. Environ 2 semaines après l'arrestation, Galanakis a décidé de partager sa version de l'histoire avec le monde entier. Il a posté sur YouTube les images de l'incident filmé par la caméra corporelle, en ajoutant ses propres commentaires en guise de légende. Vous êtes si terrible, j'espère que vous ferez mieux que ça. La prochaine fois, je recommanderais de demander des éclaircissements. Si vous ne comprenez pas quelque chose, demandez. La vidéo est rapidement devenue virale, recueillant des millions de vues et captant l'attention de la population à travers le pays. Dans les légendes et les messages publiés sur les réseaux sociaux, Galanakis a exprimé son incrédulité et sa frustration face aux actions des agents. Il a remis en question leur formation, leur expérience et leur qualification en tant qu'agent des forces de l'ordre. Les messages de Galanakis étaient remplis de déclarations choquantes accusant les agents d'incompétence et de mauvaise conduite. En réponse à la vidéo virale, l'officier Nathan Winters et le lieutenant Christopher Wing ont intenté une action en justice contre Galanakis. Ils ont invoqué la diffamation et l'atteinte à la vie privée, affirmant que Galanakis avait sciemment publié des déclarations fausses et choquantes sur leur capacité professionnelle et leur caractère.
Les officiers affirment que les légendes de Galanaki, ainsi que ses clips et ses déclarations sur TikTok et Facebook, leur ont causé une détresse émotionnelle et ont porté atteinte à leur réputation. Ils ont affirmé que les messages de Galanakis étaient diffamatoires et constituaient une atteinte intentionnelle à la détresse émotionnelle. La bataille juridique entre Galanaki et les officiers s'est déroulée devant les tribunaux, où le juge de district américain Stephen Locher a présidé l'affaire. Dans ses décisions, le juge Locher a rejeté la plupart des demandes des policiers, estimant que les légendes de Galanakis étaient des déclarations d'opinion ou des hyperboles rhétoriques ne pouvant donner lieu à une action en justice. Le juge Locher a déclaré que les légendes de Galanaki résumaient simplement ce qui se passait dans les séquences vidéo correspondantes et ne constituaient pas des déclarations diffamatoires. En revanche, le juge a autorisé la poursuite des plaintes pour diffamation et atteinte à la vie privée liées à la prétendue condamnation de l'agent Winters pour violence domestique. Au fur et à mesure que la bataille juridique se poursuit, les deux parties devraient présenter des mises à jour au tribunal. L'issue de cette affaire reste incertaine, mais l'impact de cette fausse arrestation a déjà laissé une marque durable sur la communauté. Les suites de la fausse arrestation de Tayvin Galanakis ont été marquées par des batailles juridiques, l'attention du public et une conversation plus large sur la responsabilité de la police. Le pouvoir des médias sociaux a permis à Galanakis de donner sa version des faits, ce qui a suscité un tollé général et une demande de justice. Au fur et à mesure que les procédures judiciaires se déroulent, la vérité derrière cette arrestation choquante sera, espérons-le, révélée. À peu près au moment où les images ont été publiées en ligne, le maire de Newton, Mike Hansen, a publié une déclaration dans laquelle il défendait les agents impliqués dans le contrôle routier. Il a déclaré que le contrôle avait été effectué conformément à la politique du département de la police et à la loi, et que ni l'agent Winters, ni le lieutenant Wing n'avaient enfreint la loi. Le maire Hansen a rejeté la responsabilité sur Galanakis, l'accusant de ne pas avoir conduit son véhicule conformément à la loi et de ne pas avoir accédé aux demandes des agents. Il a félicité les agents pour leur professionnalisme malgré les insultes et le manque de respect de Galanakis. La communauté a réagi de manière mitigée à l'incident. Certains ont défendu Galanakis, estimant qu'il avait été injustement pris pour cible et maltraité par les agents. D'autres ont soutenu la déclaration du maire, soulignant l'importance des forces de l'ordre dans le maintien de la sécurité de la communauté. Les plateformes de médias sociaux sont devenues un champ de bataille pour les discussions sur l'incident. Les internautes ont fait part de leurs propres expériences avec les forces de l'ordre, qu'elles soient positives ou négatives, et ont débattu des actions de l'agent Winters et du lieutenant Wing. L'incident a même attiré l'attention de la police de Newton, dans le Massachusetts, qui a reçu des plaintes destinées au commissariat de l'Iowa. Cet incident a mis en évidence l'importance de la distinction entre les différents services de police et l'impact des vidéos virales sur la perception du public. Les médias de tout le pays ont rapporté l'incident, mettant en lumière la bataille juridique en cours et les questions qu'elle soulève sur les actions des agents des forces de l'ordre. Je coopère. Vous violez mes droits du 4e amendement. Non, stop, dehors. Vous violez mes droits du 4e amendement. Vous ne pouvez pas entrer ici sans mandat de perquisition. Vous allez être tasé. Prenez le téléphone. Vous ne coopérez pas. Je coopère. Aujourd'hui, nous nous penchons sur un autre incident troublant qui a laissé la communauté de Park City dans l'incrédulité. Il s'agit de l'arrestation musclée de Michael Franchek par 2 policiers de Park City, qui a déclenché une vive polémique et soulevé de graves questions sur la conduite de la police. Cet incident, filmé et visionné par des millions de personnes, a propulsé Michael Franchek et surtout son fils sous les feux de la rampe, alors qu'ils se battent pour obtenir justice et demander des comptes. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter la chronologie des événements qui ont conduit à cette arrestation choquante, y compris la confrontation entre le fils de Franchek et les officiers de police. Préparez-vous à une histoire qui vous fera remettre en question les fondements même de l'application de la loi. Tout a commencé un dimanche apparemment ordinaire, le 29 septembre, lorsque 2 agents de la police de Park City ont reçu un appel pour répondre à une plainte dans le secteur de Spalding Court et Racket Club Drive. La plainte faisait état d'une forte dispute entre 2 hommes dans la rue. Personne ne se doutait que cet incident apparemment mineur allait dégénérer en une véritable confrontation qui allait prendre des proportions démesurées. Selon les dossiers de la police, la dispute est survenue parce que 2 adolescents circulaient dans la rue sur un vélo à moteur à essence, ce qui n'a pas plu à l'un des hommes impliqués dans l'altercation. Cet homme, dont le nom a été identifié comme étant Michael Franchek, s'est vivement disputé avec le père des garçons. La tension est montée d'un cran, les voix se sont élevées et les esprits se sont échauffés. Alors que la dispute se déroulait, une femme témoin de l'altercation a appelé la police, signalant non seulement la forte dispute, mais affirmant également avoir vu une arme en possession de Franchek alors qu'il s'éloignait de la scène.
Un autre témoin, qui n'a pas assisté à la dispute elle-même, a confirmé avoir vu les garçons faire du vélo dans le complexe. Ces témoignages ont rendu la situation encore plus complexe, ce qui n'a pas manqué de susciter l'inquiétude des policiers qui ont répondu à l'appel. Sans perdre de temps, les deux policiers de Park City se sont précipités au domicile de Franček pour faire face à l'escalade de la situation. À leur arrivée, ils ont engagé une conversation avec Franček, tentant de recueillir des informations et de désamorcer la tension. Cependant, leurs tentatives d'établir un dialogue se sont heurtées à une certaine résistance. Selon les dossiers de la police, les agents ont demandé à Franček de sortir pour discuter de l'incident précédent. Au lieu d'obtempérer, M. Franček a choisi de rester à l'intérieur de son domicile, refusant de répondre à leurs questions. De manière surprenante, il a exigé le nom et le numéro de badge des agents, semblant remettre en question leur autorité. « Puis-je vous aider ? Bonjour, êtes-vous, Michael ? Bonjour, puis-je vous aider ? Oui, nous sommes ici pour votre nom est officier ? Rodriguez. Prénom, Jim. Comment allez-vous ? Votre nom, s'il vous plaît ? Inaudible. Désolé, numéro de badge. Qu'est-ce que c'est ? Numéro de badge, s'il vous plaît. Parlons de l'incident que vous avez eu ici. Alors que la tension continue de monter, les officiers se retrouvent à la croisée des chemins. Incertains des intentions de Franček et inquiets pour leur sécurité, ils ont pris la décision difficile de le suivre à l'intérieur de sa maison. Leur principale préoccupation était la possibilité que Franček récupère une arme, représentant une menace potentielle pour les agents et le public. La résistance de Franček s'est intensifiée lorsque les agents ont tenté de le placer en garde à vue. Il refuse catégoriquement de coopérer, déterminé à rester chez lui. C'est à ce moment critique que le fils adolescent de Franček, sentant la gravité de la situation, a descendu les escaliers et a commencé à enregistrer les événements en cours. Pendant les 40 minutes qui ont suivi, le fils de Franček a immortalisé la scène choquante qui se déroulait sous ses yeux. « Je coopère, vous violez mes droits du 4e amendement. » « Non, stop, dehors, vous violez mes droits du 4e amendement. Vous ne pouvez pas entrer ici sans mandat de perquisition. Vous allez être tasé. Prenez le téléphone, vous ne coopérez pas. Je coopère. » La vidéo, qui deviendra par la suite virale, montre l'arrestation de son père et les discussions et conversations qui s'ensuivent entre l'adolescent et les officiers de police. Franček et son fils ont affirmé avec véhémence que les policiers étaient entrés illégalement dans leur maison, ce qui a alimenté la controverse autour de l'incident. Dans la déclaration de cause probable, l'officier qui a procédé à l'arrestation a décrit le comportement de Franček comme une violence verbale pendant toute la durée de l'incident. Franček aurait lancé des noms désobligeants à l'officier, menacé de poursuites judiciaires, et affirmé à plusieurs reprises qu'il aurait pu résister physiquement à l'officier s'il avait choisi de le faire. Le policier a également affirmé que Franček avait pris un accent hispanique stéréotypé à son égard, ce qui a ajouté une nouvelle couche de complexité à une situation déjà litigieuse. Jack, reculez et continuez à enregistrer. Je suis littéralement dans mon espace, et ce type me touche. Je ne vous ai pas touché du tout. Je l'ai en vidéo. J'ai enregistré tout ce temps, mon pote. D'accord. Vous êtes en état d'arrestation pour résistance. Je sais déjà que vous vous appelez Jack, et je vais lui donner votre nom de famille. Cool, tu vas bien. Franček s'est retrouvé menotté dans le véhicule de police, arrêté pour de multiples chefs d'accusation. Il allait être conduit à la prison du comté de Summit sur la base d'une plainte pénale pour refus de s'arrêter sur ordre d'un agent des forces de l'ordre, trouble à l'ordre public, refus d'obtempérer à un ordre de la police et refus de décliner son identité. Mais avant que les policiers ne l'emmènent au poste, ils ont confronté son fils adolescent et se sont complètement fait avoir. Regardez le clip. J'ai 3 flics ici et j'ai 15 ans. Parce que vous vous êtes introduit chez moi, c'est donc vous qui faisiez des allers-retours dans la rue sur la moto. J'étais sur mon vélo à essence. Ok, c'est un véhicule à essence. Vous devez avoir un permis de conduire. Non. Oui, c'est vrai, pas s'il s'agit d'un véhicule de 50 cm3 et que vous avez un permis. Entièrement en possession de l'entreprise. Alors que la poussière retombait après l'arrestation spectaculaire de Michael Franček, la bataille juridique qui allait définir son combat pour la justice commençait à se dérouler. Le procès de Michael Franček, prévu pour le 20 mai, est devenu le dernier chapitre d'un conflit de plusieurs années qui s'est déroulé publiquement sur les plateformes de médias sociaux et a déclenché une conversation nationale sur la conduite de la police. Les chefs d'accusation retenus contre M. Franček sont les suivants. Entrave à l'action de l'agent qui procède à l'arrestation, refus de décliner son identité et trouble à l'ordre public. L'interférence avec l'agent qui procède à l'arrestation et l'omission de décliner son identité sont toutes deux des délits mineurs de classe B, passibles d'une peine pouvant aller jusqu'à 6 mois de prison et d'une amende pouvant aller jusqu'à 1 000 $. Le trouble à l'ordre public, quant à lui, est une infraction passible d'une amende pouvant aller jusqu'à 750 $. Le procès devant jury promettait d'être un moment décisif dans la quête de justice de Franček.
La salle d'audience deviendra le champ de bataille, où les événements qui ont conduit à l'arrestation musclée seront passés au crible et où les actions des policiers de Park City seront examinées à la loupe. L'équipe juridique de M. Franczek n'a pas perdu de temps pour préparer son dossier. Elle a fait valoir que les officiers avaient violé ses droits civils lors de la confrontation et a cherché à faire en sorte que les policiers soient tenus responsables de leurs actions. L'équipe de défense de M. Franczek a présenté des preuves, notamment la vidéo virale enregistrée par son fils, pour étayer ses allégations d'entrée illégale dans son domicile et d'usage excessif de la force. Le procès a été suivi de près par le public et les médias ont largement couvert le drame qui s'est déroulé dans la salle d'audience. La nation a retenu son souffle lorsque les témoins se sont présentés à la barre, racontant leur point de vue sur les événements qui se sont déroulés ce jour fatidique. L'accusation a dépeint Franczek comme un individu combatif et peu coopératif, soulignant son refus d'accéder aux demandes des officiers et son utilisation présumée d'un langage désobligeant. D'autre part, la défense a soutenu que les actions de Franczek étaient le résultat de la peur et de la confusion, car il pensait que ses droits étaient violés. Elle a souligné l'accent hispanique stéréotypé qu'aurait utilisé l'un des officiers, suggérant un parti pris potentiel dans leur approche. La défense a également mis en doute la légalité de l'entrée des officiers dans la maison de Franczek, affirmant qu'elle constituait une violation de ses droits au titre du 4e amendement. Au fur et à mesure que le procès avançait, la salle d'audience est devenue un champ de bataille où s'affrontaient des récits contradictoires. Le jury a été chargé de passer au crible les preuves et les témoignages pour déterminer la vérité derrière cette arrestation musclée. L'issue du procès aura des conséquences considérables, non seulement pour Franczek, mais aussi pour le débat plus large sur la conduite de la police et la protection des droits civils. Enfin, après des semaines de délibérations intenses, le jury est parvenu à un verdict. La tension dans la salle d'audience était palpable lorsque le président s'est levé pour rendre sa décision. Coupable ou non coupable? La nation retient son souffle. Le jury a déclaré Michael Franczek non coupable de tous les chefs d'accusation. Les halètements ont envahi la salle d'audience à l'annonce du verdict. Les partisans de Franczek ont éclaté en applaudissements, tandis que les officiers impliqués dans l'arrestation ont regardé, leurs expressions mêlant incrédulité et déception. Le procès était terminé, mais l'histoire était loin d'être terminée. Conforté par son acquittement, M. Franczek a franchi une nouvelle étape dans son combat pour la justice. Il a intenté une action en justice fédérale contre la ville de Park City, alléguant que ses droits civils et ceux de son fils avaient été violés lors de la confrontation. Il demande une compensation financière et des excuses écrites et verbales de la part de la ville. L'action en justice relative aux droits civils a ajouté une nouvelle couche de complexité à une affaire déjà controversée. L'équipe juridique de Franczek a fait valoir que l'arrestation musclée avait provoqué une détresse émotionnelle et violé les droits constitutionnels de leurs clients. Ils ont cherché à obtenir justice, non seulement pour Franczek, mais aussi pour l'ensemble de la communauté, en espérant provoquer un changement systémique dans la manière dont les forces de l'ordre interagissent avec les citoyens. La municipalité de Park City s'est refusée à tout commentaire sur le procès en cours, invoquant l'existence d'un litige en cours. L'affaire a été transmise au bureau du procureur de Salt Lake City pour examen, comme le veut la pratique habituelle des services du procureur. L'issue de l'action en justice pour violation des droits civils aurait des conséquences importantes pour M. Franczek et la ville de Park City, et pourrait constituer un précédent pour de futures affaires de mauvaise conduite de la part de la police. Alors que la bataille juridique se poursuivait, l'histoire de Franczek a trouvé un écho dans tout le pays. Son combat pour la justice est devenu le symbole d'un débat plus large sur la conduite de la police et la protection des droits civiques. L'arrestation musclée de Michael Franczek par 2 policiers de Park City avait déclenché une vive polémique, suscitant un examen critique des relations entre les forces de l'ordre et les communautés qu'elles servent. Cette histoire tourne autour du chef de police Michael Cecchini, qui a été accusé de coups et blessures après avoir prétendument agressé Travis Cram, âgé de 18 ans. Ce qui rend cette affaire encore plus étonnante, c'est que Cecchini admet avoir frappé l'adolescent avec une lampe de poche, mais il nie avec véhémence qu'il s'agissait d'un recours excessif à la force. Les détails de cet incident sont vraiment choquants et les répercussions ont eu un impact significatif sur la carrière de Cecchini. C'est au cours d'une nuit apparemment ordinaire à Bay City que Travis Cram, 18 ans, s'est retrouvé au centre d'un incident choquant impliquant nul autre que l'ancien chef de la police, Michael Cecchini. Ce qui n'était au départ qu'une simple balade sur un scooter Bird s'est rapidement transformé en une rencontre déchirante qui a laissé la communauté incrédule. Ce soir-là, Travis Cram se promenait innocemment dans les rues avec ses amis, profitant de la liberté qu'offrait la vie nocturne. Il était loin de se douter que son trajet prendrait une tournure inattendue
et qu'il se retrouverait face à face avec la puissante figure de Michael Cecchini. Selon le procès intenté par l'avocat Philip L. Ellison, Travis Cram a été confronté à Cecchini, qui l'a accusé d'avoir causé des troubles. Il s'en est suivi une série d'événements qui ont changé à jamais la vie des deux personnes impliquées. Je vais vous botter le cul, puis je vous emmènerai en prison. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Sortez d'ici, je n'ai rien fait. Au cours de la confrontation, Travis Cram s'est montré ferme et n'a pas reculé lorsque le chef de la police a tenté de l'intimider. L'action en justice allègue qu'au cours de la confrontation, M. Cecchini a eu recours à la violence, frappant Travis Cram avec une lampe de poche. L'impact du coup a fait vaciller Cram, choqué par l'attaque soudaine et injustifiée. Les allégations formulées dans l'action en justice sont tout simplement alarmantes. Elles affirment que M. Cecchini a violé les droits du 4e et du 14e amendement de M. Cram, ce qui soulève de sérieuses inquiétudes quant à l'abus de pouvoir et à la protection des droits constitutionnels des citoyens. Après avoir fait usage de la violence, M. Cecchini a employé une nouvelle tactique. Il a essayé d'appâter Travis Cram pour qu'il l'attaque, ce qui lui donnerait le droit légal de l'arrêter pour agression contre un agent. Dans cet incident, Travis Cram s'est montré plus intelligent que le chef de la police, car il a maintenu un contact visuel strict avec le chef de la police, tout en évitant tout contact physique avec lui. Qu'est-ce que j'ai fait? Allez, n'est-ce pas la batterie? Sortez d'ici, vous troublez l'ordre public. Vous me frappez parce que je trouble l'ordre public. Oui, c'est un crime, vous devez partir. Je ne vous ai pas dérangé. Si M. Cecchini admet avoir frappé le Cram avec une lampe de poche, il nie avec véhémence qu'il s'agissait d'un recours excessif à la force. Son avocat, Todd G. Schudy, soutient que Cecchini ne faisait que réagir à un trouble et que l'usage de la force était justifié. Vous venez de commettre des coups et blessures, n'est-ce pas, chef de la police? Ça ne marche pas comme ça, mec. Vous allez me dire quoi? Vous vous prenez pour un juriste de la Cour suprême. Au fur et à mesure que le procès se déroule, la communauté est confrontée à des allégations choquantes et aux implications qu'elles ont pour les personnes en position d'autorité. La compagnie d'assurance de la ville a refusé de couvrir les frais de justice de M. Cecchini, suggérant qu'il agissait en dehors de ses fonctions officielles. Le procès est toujours en cours et la prochaine date d'audience n'a pas encore été fixée. Entre-temps, Cecchini a été mis en examen pour coups et blessures, ce qui ne fait qu'ajouter à la gravité de la situation. L'incident a non seulement terni la réputation de M. Cecchini, mais il a également suscité la condamnation de l'Association des officiers de police de Bay City et d'autres syndicats. Les retombées de cet incident choquant ont amené la communauté à s'interroger sur la conduite des personnes chargées de protéger et de servir. Avant cet incident, Michael Cecchini occupait le poste prestigieux de chef de la police de Bay City. Il était connu pour avoir supervisé la fusion des services de police et d'incendie en tant que directeur de la sécurité publique. Cependant, les allégations choquantes de coups et blessures ont jeté une ombre sur la carrière de Cecchini. L'incident a attiré l'attention après qu'il eut pris sa retraite, le propulsant sous les feux de la rampe pour de mauvaises raisons. L'Association des officiers de police de Bay City et d'autres syndicats n'ont pas tardé à condamner les actes de M. Cecchini. Ils ont exprimé leur déception et leur indignation, soulignant qu'un tel comportement va à l'encontre des principes de leur profession. La condamnation des syndicats a alimenté l'inquiétude du public et soulevé des questions sur la responsabilité et l'intégrité des personnes en position de pouvoir. La communauté a elle aussi réagi à l'incident. Outrée par l'abus de pouvoir présumé, elle a demandé que justice soit rendue à Travis Cram et que Michael Cecchini réponde de ses actes. Alors que le procès progresse, la communauté attend avec impatience son issue, espérant une résolution juste et équitable qui respecte les principes de la justice et protège les droits de ses citoyens. Entre-temps, l'impact sur la carrière de Cecchini a été important. Le refus de la compagnie d'assurance de la ville de couvrir ses frais de justice indique clairement que ses actions ont été considérées comme n'entrant pas dans le cadre de ses fonctions officielles. Ce refus de couverture n'impose pas seulement un fardeau financier à Cecchini, mais soulève également des questions sur la mesure dans laquelle ses actions ont été sanctionnées par la ville et son administration. La bataille juridique se poursuit avec la prochaine date d'audience et une conférence préparatoire au procès prévu pour l'affaire pénale de l'État. L'issue de cette procédure aura sans aucun doute des conséquences importantes pour Cecchini et pour la communauté. L'incident entre le chef de la police Michael Cecchini et Travis Cram a soulevé d'importantes questions juridiques et éthiques, centrées sur les violations présumées des droits constitutionnels de Cram. Le procès intenté par l'avocat Philip L. Ellison, au nom de Travis Cram, fait état de violations de ses droits au titre du 4e et du 14e amendement, deux piliers fondamentaux de la Constitution des États-Unis. Le 4e amendement protège les individus contre les perquisitions et les saisies abusives en veillant à ce que les agents chargés de l'application de la loi agissent dans les limites de la loi lorsqu'ils interagissent avec les citoyens.
Dans le cas de Travis Cram, l'action en justice affirme que les actions de Sekini ont constitué une saisie déraisonnable, car il aurait frappé Cram avec une lampe de poche sans raison valable ni provocation. En outre, l'action en justice allègue des violations des droits du Cram au titre du 14e amendement, qui garantissent une protection égale par la loi et une procédure régulière. Le 14e amendement garantit que tous les individus sont traités équitablement et que leurs droits ne sont pas violés par les personnes en position d'autorité. Les allégations formulées dans le procès suggèrent que les actions de Sekini ont non seulement porté atteinte au bien-être physique du Cram, mais aussi à ses droits constitutionnels, ce qui a eu un impact durable sur sa vie. Au cours de la bataille juridique, le tribunal devra examiner attentivement les preuves et les arguments présentés par les deux parties, en mettant en balance les violations présumées et les justifications avancées par l'avocat de Sekini, Todd G. Schuette. L'issue de cette affaire aura des implications considérables, tant pour les personnes impliquées que pour la compréhension plus large des pratiques en matière d'application de la loi et de protection des droits des citoyens. Elle rappelle que les personnes en position de pouvoir doivent être tenues responsables de leurs actes et que les droits et le bien-être de chaque individu doivent être préservés, quelles que soient les circonstances. Si vous avez aimé cette vidéo, jetez un coup d'œil à nos autres superbes vidéos de salle d'audience sur la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine fois.